Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bonjour, monsieur Totui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Talk Think Media. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis Stéphane Totui, élu à Malakoff, élu municipal à Malakoff pour le côté politique. Je suis potentiel candidat à la présidentielle. Je suis marié, père de 2 ravissantes demoiselles. Et je suis professionnellement chef d'entreprise dans le milieu professionnel, ce qu'on appelle communément ATC, assistant technique du commerce et de l'industrie. D'accord. Potentiellement candidat, pourquoi potentiellement? Potentiellement parce que tout simplement, vous savez qu'on est stigmatisé par rapport à un déni de démocratie qui est les 500 signatures qu'il faut avoir. Donc si on n'a pas les 500 signatures, on peut oublier d'être candidat. C'est ce que je préfère dire en disant oublier. Parce qu'on a oublié directement par les médias, on a oublié à la fois par les populations, tant qu'on n'a pas les 500 signatures qui prouvent qu'on peut compétir. Et moi, je me base à ce que les 500 signatures soient plutôt des signatures citoyennes. Tout candidat a le droit de se présenter, puisque c'est ça la démocratie. Or, si aujourd'hui on nous met des barrières, ce n'est plus la démocratie. C'est plutôt le leadership par rapport à des groupes, des lobbies. Voilà. Les parrainages en question, le filtre des parrainages, normalement, vise à éviter des candidatures fantaisistes, peut-être que c'est marqué. Et si vous ne réunissez pas les 500 parrainages, estimeriez-vous que votre candidature était fantaisiste? Vous savez, tout ce qui est fantaisie permet de pouvoir construire un monde. C'est pour ça que je dis souvent, le rêve, l'audace construit le monde. Mais quand on n'a pas de rêve, on ne construit pas un monde. En effet, les 500 signatures vont me freiner. Ma candidature est utopique? Oui, pour certains. Mais ma candidature est réelle, parce qu'elle parle du cœur, elle parle de l'humain, elle parle de la réalité. Donc si être réel, parler et crier son cri, son courroux, parler pour les sans-voix, c'est utopique, ça j'accepte d'être utopique. Mais si maintenant, faire le jeu de certains lobbies pour pouvoir exister veut dire qu'on n'est pas utopique, moi je dis que pour eux, c'est plutôt de la malhonnêteté. Et je ne suis pas malhonnête, je suis honnête. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France est prête à élire un noir? Est-ce que normalement c'est la couleur de peau qu'on élit ou bien c'est la compétence d'un individu qu'on élit? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Être noir, blanc, comme certains le disent, moi je dis plutôt caucasien. C'est ce qu'on regarde? Non. On regarde les compétences. On regarde ce qu'on veut apporter à la population. Maintenant, si c'est ma couleur de peau qui doit gêner, je suis désolé, la terre nous appartient tous. Et comme certains aiment me le dire, oh tu es africain, tu es africain. Si je suis africain, ça change en quoi ma compétence? Et moi, je suis là pour vous rendre ma compétence, pour travailler avec ma compétence, et non travailler avec ma couleur de peau. Et l'Afrique, c'est bien le berceau de l'humanité. Donc, qu'on soit caucasien, asiatique ou de l'Orient ou afro-descendant, on est tous africains. Donc ça, ce n'est pas le point essentiel dans la politique. Aujourd'hui, certains utilisent la philosophie de droite, de gauche ou du centre. Moi, j'utilise un terme qui s'appelle la laïcité politique. Parce que moi, c'est la compétence qui m'intéresse et non la philosophie. C'est la compétence qui vous intéresse. Mais quand on voit comment Zemmour grimpe dans les sondages, je ne sais pas, vous êtes avant tout un noir d'abord, non? Oui, mais on me le dira, mais je le dis souvent. Est-ce que j'ai choisi d'un être noir? Est-ce que j'ai choisi mon sexe? Non. Est-ce que j'ai choisi mon patronyme? Tout ça fait partie de moi, qui m'a été transmis par mes parents. C'est un patrimoine. Et la France est le patrimoine de tout le monde. Quand on essaie d'être président de la République, c'est pour protéger le patrimoine national. Donc si aujourd'hui on doit remettre en cause le patrimoine, c'est dommage. Mais M. Zemmour, comme je le dis très souvent, le grand changement dont vous parlez, c'est moi le grand changement. C'est-à-dire être quelqu'un qui va vous apprendre à vivre en communauté.
à être intégré et non assimilé. Donc aujourd'hui, oui, M. Zemmour peut grimper dans les sondages, c'est normal, parce que tout simplement, c'est le jeu des audiences. Mais si les journalistes étaient vraiment des vrais journalistes, ils allaient regarder et donner l'opinion à tout citoyen d'avoir son opinion publique, d'avoir sa réalité. Parce qu'à la télévision, quand vous regardez, dans les médias, vous voyez c'est que des guerres, que des méfaits, mais jamais tout ce qui réussit. Et moi, je vais valoriser la terre, valoriser la ruralité, le périurbain et surtout le citoyen. On a vu aux États-Unis avec Barack Obama, il a donné avec lui, c'était comme un espoir comme ça chez les Afro-descendants, chez les Afro-Américains. Il a été au pouvoir. Après les pouvoirs, on s'est rendu compte qu'il n'a rien fait, quoi. Qu'est-ce que vous feriez si, M. Obama a travaillé. Mais simplement, ce qu'il a fait n'est pas visible pour tout le monde. C'est visible pour les Américains. Oui. Sauf que le monde entier, surtout les Noirs et Afro-descendants et ascendants, attendaient quelque chose en disant c'est un libérateur, comme un messie pour tous les Noirs. Eh bien non. Aujourd'hui, que ce soit l'Afrique, et je le répète, c'est aux Africains de se prendre en charge, qu'on arrête d'espérer en demandant l'aumône au monde entier. On peut avoir là-bas en Afrique des compétences, parce que déjà l'Afrique existait, la société africaine existait. Il y avait tout ce qui était côté administratif et hiérarchie en Afrique, à travers les castes. Donc il y avait quand même des compétences. Aujourd'hui, moi je suis noir, on me compare à Obama, en effet, parce que je suis noir. Obama a 2 filles, j'ai 2 filles, je suis marié avec une femme africaine comme lui. Donc vous voyez, on nous compare. Mais la réalité qu'on vit n'est pas la même chose. Lui, il est enfant et descendant de personnes métisses. Sa mère est blanche et son père est africain. Moi, mes 2 parents sont africains de culture française. C'est différent, ce n'est pas les cultures africaines ou culture américaine, culture française. Donc aujourd'hui, le rêve français doit être en avant. Et moi, je ne suis pas là pour faire une promesse aux Noirs, mais je suis là pour faire une promesse à tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle. Avant tout, ils sont Français, ils ont besoin de moi. Parce que je dis très souvent, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est blanc, si je ne l'aime pas, je vais faire quoi? L'enlever de la planète? On n'a qu'une seule planète. Donc il sera sur la même planète que moi, il respirera le même air que moi. Donc soyons plutôt humbles et travaillons main dans la main à bâtir un monde de paix. C'est-à-dire que les Noirs ne doivent pas espérer quelque chose en vous? Si, ils peuvent espérer quelque chose en moi. Espérer à être un modèle pour eux. À les pousser, eux, à s'impliquer aussi dans la politique. Vous savez, beaucoup de Noirs, je dirais plutôt des Afro-descendants, ne s'occupent pas de la politique. Ils disent toujours, c'est pour les autres, à cause du plafond de verre. Mais s'il y a un plafond de verre, prenons notre pierre, cassons ce plafond pour pouvoir exister. Ne laissons pas les autres décider à notre place. Et c'est ça que je vais porter à tout le monde, à l'attention de tout citoyen, à se concentrer sur ce qu'il peut apporter à la France et à valoriser ce qu'il est. À ne plus dire non, comme je ne peux pas, je laisse. Allons dans la politique. Aujourd'hui, regardez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas le reflet de la population. Nous n'avons pas d'ouvriers, nous n'avons pas d'artisans, nous n'avons pas de chômeurs, nous n'avons pas d'étudiants à l'Assemblée nationale, qui est censée être l'Assemblée représentative de toute la population. Mais pourquoi nous n'avons pas ça? Et quand on parle de l'Assemblée nationale, les Antilles, c'est eux qui font le quota d'afro-descendants, afro-ascendants à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, ici en métropole, on n'a pas beaucoup de Noirs qui se présentent aux élections. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Non. Parce que tout simplement, ils ne s'intéressent pas. Et ils n'ont pas envie de s'intéresser parce que tout simplement, ils ne croient plus aux politiques. Ils ne croient plus dans la politique. Ils n'ont plus le temps de rêver. Et moi, je veux donner l'espoir aux Français à rêver, à vouloir s'impliquer. Parce que c'est notre maison commune. Et il y a un truc que beaucoup oublient. On dit liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité veut dire on est tous frères et sœurs. Donc, on peut ne pas s'entendre. On ne peut ne pas s'aimer dans une fratrie. Mais on apprend à vivre ensemble parce qu'on ne peut pas nous séparer de notre même fratrie. Et nous sommes Français. On peut ne pas s'aimer, mais apprenons à nous aimer et à travailler ensemble. C'est ça mon mot. Pour que je puisse dire à toute personne
afro-ascendants, afro-descendants, communément qu'on dit les Blacks, les Africains, à s'impliquer dans la politique, à s'impliquer dans la société civile, à s'impliquer autour d'eux, dans tout ce qui vit. Les associations de revendication ou de victimisation, oublions ça. Concentrons-nous plutôt à travailler ensemble, à bâtir ce monde, à ce qu'on puisse expliquer aux autres ce qui se passe. Liberté, égalité, fraternité. C'est bien dans les mots, dans la logique, mais en traitant, on sait que les Noirs, je pense que sont souvent victimes des contrôles aux faciès. Donc, quand vous dites égalité, liberté, fraternité, c'est pas vraiment ça. Mais normalement, c'est ça. Liberté. On a la liberté de se mouvoir. Vous pensez que ce que nous vivons ici, dans notre liberté de faire les choses, vous pensez que dans certains pays, ils ont ça? Ils n'ont pas. L'égalité républicaine n'existe plus. C'est pour ça que je dis la démocratie en France meurt. Mais si dans l'égalité. Si on contrôle les uns plus que les autres. Oui, mais on contrôle plus les uns plus que les autres. Dites-moi une chose. Si on me contrôle une fois, 2 fois, mais poliment, je montre ma pièce d'identité. Poliment, je donne tout. Je n'ai rien à me reprocher. À un moment, ce n'est pas eux qui vont se lasser. Mais si je donne et qu'eux ils provoquent, en m'insultant, en provoquant et que je réagis, c'est moi qui suis plutôt en tort. C'est pour ça que je dis, si tout citoyen s'implique dans la politique, si tout citoyen utilise l'instruction nationale pour pouvoir se former, ils vont pouvoir répondre aux citoyens, répondre aux policiers, répondre aux forces de l'ordre. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais lorsqu'on a des choses à se reprocher, à chaque fois, on se victimise. Et eux, ils utilisent ça et ils s'en jouent en disant « Ah ben si on les provoque, ils vont jouer tous les victimes. Donc on va pouvoir jouer de cela. » Non. Aujourd'hui, regardez, vous prenez aujourd'hui dans la nation, il y a des Noirs qui sont avocats, il y a des Noirs qui sont policiers, il y a des Noirs qui sont militaires. Mais eux aussi, ils font des contrôles. Mais pourquoi eux, ils ne se révoltent pas pour dire aux autres, arrêtez de contrôler à chaque fois les mêmes personnes? Parce que tout simplement, ils se disent, les autres se jouent les victimes, allons-y, on a besoin de faire des quotas, on a besoin de faire des trucs, on va continuer. Moi, je dis non, arrêtons cela. S'il y a quelque chose, appelons nos avocats. Si on veut jouer le côté communautaire, mais que les avocats noirs se mettent au service des Noirs aussi qui sont victimes. Mais vous allez aller voir, ils ne sont pas à votre service. Ils vous diront de payer les honoraires. Donc comprenez, on est dans un système où c'est gagnant-gagnant. Donc la liberté, l'égalité, c'est pour ça que je dis que l'égalité républicaine n'existe plus. C'est une égalité, je dirais, plus cordiale. Mais celui qui est le plus important pour qu'on puisse rattraper la liberté qu'on n'a plus, l'égalité qu'on n'a plus, c'est la fraternité. Parce que si on se dit qu'on est des frères et des sœurs, là on pense à autre chose. Là du coup, on est prêt à mourir, à défendre l'autre citoyen. C'est ça qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça que quand je parle d'égalité hommes et femmes, est-ce qu'aujourd'hui l'égalité hommes et femmes est respectée? Non. Beaucoup vont me dire oui, oui effectivement, c'est pas respecté, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est que les femmes, elles ont... Non. Une femme est un être humain comme un homme. Donc, on nous a créé avec une différence. La femme, elle est forte, elle est intelligente, elle a plus de sentiments que nous. Donc, apprenons à avoir ce sentiment, à nous approcher des femmes et à apprendre mutuellement de nos différences pour bâtir un monde fort. Quand vous dites que, ouais, vous avez peut-être raison, que les Noirs ne s'impliquent pas vraiment en politique. Malcolm X disait, si tu es noir, tu es né en prison. S'ils ne s'impliquent pas, c'est parce qu'ils sont en prison. Quelle prison? Voilà. Vous savez, j'aime pas trop utiliser le terme religieux, mais je vais utiliser ce terme religieux. Qui disait, mon peuple périra de méconnaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, je dirais que on ne peut pas se sentir libre. On est indûment orienté par les autres du fait qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Le noir n'est pas ignorant. Le noir simplement ne veut plus s'impliquer parce qu'il perd espoir. Et moi, oser la France de demain, c'est donner de l'espoir.
et donc de briser ces chaînes qui nous entourent et d'avancer. Malcolm X, à son époque, disait les prisons, parce que eux là-bas, tous les Noirs, dès qu'ils faisaient un méfait, on les envoyait directement en prison. Mais nous sommes en France. On fait un méfait, on ne va pas directement en prison. Mais simplement, on n'accède pas à des paliers très hauts. Regardez la présidentielle. Moi, en tant que Noir, je me présente. Ce n'est pas les Caucasiens qui me tapent dessus. C'est les Noirs qui me tapent dessus en disant « Ah, tu crois que les Français vont te voter ?» Je rappelle que les Noirs et les Arabes représentent... Oui, mais les Noirs et les Arabes représentent 23% ou 28% des votants en France. Donc, à eux seuls, ils peuvent mettre n'importe quel candidat au second tour. Mais ils ne vont plus voter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se disent non, ici, quoi qu'on va faire, quoi qu'on va dire, on nous traitera toujours d'immigrés. Mais si nous, on apprend aux autres qu'on n'est plus des immigrés, qu'on est des Français à part entière, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont suivre ce qu'on dit. Donc, je vous en prie et je vous en supplie, impliquez-vous dans la politique. Travaillez avec nous. Impliquez-vous dans les associations. Travaillez avec vos familles. Impliquez-vous dans la République pour bâtir cette République qui vous ressemble et qui vous rassemble. Pas une République qui va vous guider, mais une République que vous allez pouvoir vous en jouer en disant « c'est notre République, c'est notre patrie ». On espère que d'ici les 4 mars, vous aurez les 500 parrainages. Et si vous n'arrivez pas à avoir tous ces parrainages, que feriez-vous? Mais je continuerai toujours la politique. Vous savez, je suis jeune. Oui. Par rapport à d'autres candidats. Moi, je suis jeune. Hein. À part un méfait pour pouvoir m'enlever de ce monde, j'ai encore du temps. Et je vais bâtir, pierre à prière, cet édifice de la République. À voir que tous les enfants de la République, que ce soit les afro-descendants, afro-ascendants, que ce soit les caucasiens, les asiatiques, les océaniques, les américains, tous ceux-là formeront la France de demain. Et ces derniers, je vais essayer et continuer à leur donner espoir jusqu'à ce qu'ils arrivent. Peut-être je serai député, peut-être sénateur, peut-être eurodéputé, peut-être maire, conseiller régional, conseiller départemental, peut-être ministre, je ne sais pas. Je n'ai pas une boule de cristal pour le dire. Mais ce que je sais, je continuerai à me battre. Je continuerai à m'impliquer dans la politique pour bâtir ce monde. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se bat. Et pour bâtir ce monde de demain, il ne faut pas plier, je dirais, devant l'injustice. Il ne faut pas plier devant des personnes qui vous refusent que vous puissiez rêver. Dites-vous une chose, si quelqu'un vous dit que vous êtes nul, dites oui, je suis nul, mais mieux que toi. Donc c'est toi qui es nul. Si on vous ferme une porte, forcez, toquez toujours. On fermera toujours des portes devant vous, parce qu'on dira que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais si vous ne tentez pas, vous n'allez jamais savoir à quelle hauteur vous êtes. Donc continuez à tenter. On vous dira, ouais, mais tu es idiot, pourquoi tu le fais? Acceptez qu'on vous insulte d'idiot, mais faites-le. Parce que votre rêve, c'est d'améliorer le lendemain de tout le monde. Ne soyons pas égoïstes, travaillons pour tout le monde. Et c'est ça que je veux. C'est ce que je veux transmettre. Je compte sur vous. À travers cette chaîne que vous avez regardée, je compte sur vous pour pouvoir transmettre ce message en disant, le 4 mars, il n'a peut-être pas ses signatures, mais il nous a promis une chose. On doit continuer à rêver, on doit continuer à avancer avec lui, on doit le suivre et suivre tous ceux qui sont autour de lui, dont ceux qui sont là, qui administrent cette chaîne. Une question en dehors des présidentielles. Que pensez-vous, en tant que personne d'origine africaine, afro-descendant, que pensez-vous des sentiments anti-français en Afrique, particulièrement au Mali? Le sentiment anti-français, c'est simple. Hein. Ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est un sentiment anti-gouvernement français. D'accord. Voici l'amalgame que les gens font. Parce que dans le domaine journalistique, beaucoup utilisent ce thème, sentiment anti-français. Je rappelle souvent, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, je vais en Afrique, en Guinée, je discute avec des personnes et qui me disent, les Français nous volent. Et je dis à cette personne,
je te présente mes excuses si je t'ai volé. Il dit non, je ne te parle pas de toi. Je parle des Blancs. Vous voyez l'amalgame? Parce que je suis noir, je ne suis pas français, parce que je suis en Afrique. Et donc, quand on voit le gouvernement français qui fait des choses en Afrique, surtout au Mali, avec la présence des militaires, avec le refus de reconnaître la junte militaire, ça fait que ce sentiment d'anti-gouvernement français fait qu'on met l'amalgame en disant anti-français. Et moi, je dis toujours, chaque pays a le même droit que nous dans notre pays. Ils sont libres, ils sont indépendants, ils doivent gérer leur pays comme ils veulent. On doit coopérer avec eux, mais pas leur obliger à avoir la civilisation que nous avons. C'est ce qu'on fait, et c'est toutes ces erreurs qui font que ce sentiment d'anti-gouvernement français qui touche les Français naît. Et moi, mon rêve, ce grand rêve, c'est d'avoir cette francophonie qui nous lie et qui nous permet de pouvoir travailler main dans la main à ce que l'Afrique se développe à travers ce qu'on va proposer et qu'ils utilisent réellement leur matière première, leur connaissance, et qu'on n'ait plus des citoyens qui viennent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent venir dans l'Eldorado ici, ou simplement fuir la misère qu'ils ont là-bas, ou fuir simplement le vol qu'ils subissent. Oui, je dis bien le vol, parce que c'est du vol de prendre des matières premières et ne pas payer à juste prix. Et eux, on empoisonne leur terre. Vous voulez qu'ils aillent où? Aujourd'hui, comme moi, ici dans Paris, je me balade et que je vois des personnes de l'Afrique qui sont et qui dorment dans la rue, ça m'écoeure, ça me fait mal. Parce que c'est des êtres humains. Ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des marchandises, c'est des êtres humains. Donc repensons ça, repensons notre coopération et revoyons comment nous pouvons travailler pour l'Afrique, comment nous pouvons travailler pour le reste du monde. Une autre question. Vous êtes élu président de la République. Que feriez-vous de tous ces immigrés sans papier qui traînent? Vous régulariseriez tout le monde? Non. Ça sera au cas par cas comme font les autres? Et que feriez-vous? Je dirais au cas par cas. Deuxième chose, quand je mettrai la francophonie en place, je leur permettrai de pouvoir se développer là-bas en Afrique. Et je l'ai bien dit, et je le répète, je mettrai en place un visa de 3 mois permettant à chaque citoyen dans le monde entier de venir se balader en Europe, de venir voir la France et de venir tenter même des entretiens ici. Et s'ils ont réussi les entretiens, ils vont repartir et revenir avec des visas travailleurs. Nous, Français, on a cette manière d'avoir ce visa, puisque quand on va aux États-Unis, on a 3 mois de visa ouvert, open. À 3 mois et 1 jour, on doit quitter le territoire. C'est la même chose que je ferai à ces derniers. Pour qu'ils puissent avoir confiance, je leur montrerai simplement avant de partir, en leur donnant une formation. Parce que beaucoup qui viennent ici souvent n'ont pas de formation. Et s'ils sont formés, qui sont habilités à rentrer dans leur pays, à travailler, à fournir de l'effort, bâtir l'Afrique, je ne vois pas pourquoi ils vont venir dormir ici dans la rue. Et pourtant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on remarque très bien tous les étudiants qui arrivent ici pour des études, et après les études, ils veulent rester. Ils restent. Mais vous savez pourquoi ils veulent rester? Pourquoi? Vous savez, avec mon père, je dis souvent ça. On ne choisit pas sa peau, sa couleur de peau. On ne choisit pas son sexe, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son nom. On peut choisir où on veut vivre, comment on veut vivre, pourquoi on veut vivre et comment, avec qui on veut vivre. Aujourd'hui, quand un étudiant vient ici, il s'est fait des amis. Il s'est fait un monde. On ne vient pas pour des études pour juste 1 mois, 2 mois. C'est souvent 3 ans, 6 ans. Donc, souvent, il rencontre l'amour ici. Donc, il veut construire, il veut rester ici. Ceux qui rentrent, c'est parce que simplement ils sont habités d'autres choses. Et bon, je ne vais pas être dégueulasse, mais souvent une grosse majorité de ceux qui rentrent sont des personnes qui n'ont pas réussi à évoluer ici en Europe, qui rentrent. Ah ouais? Ben oui, parce que simplement quand ils arrivent là-bas, ils ont l'opportunité du diplôme, ils ont l'opportunité d'avoir vécu ici, qui font qu'ils ont des gros postes. C'est aussi peut-être c'est lié à la conscience. Quand on se rend compte que tous ces jeunes qui restent ici, mécaniquement, on est en train de dépouiller aussi l'Afrique de toutes ses ressources, humaines. Quoi. On ne les dépouille pas, on ne les dépouille pas. Franchement, moi je dis on ne les dépouille pas.
Aujourd'hui, quelqu'un peut travailler en France et bâtir en Afrique. Quelqu'un peut être aussi en Afrique et bâtir en Europe. Vous voyez? C'est qu'aujourd'hui, on se dit, le monde est comme un gâteau. Je prends une part, je laisse l'autre part. On doit se dire que le monde est une famille. Regardez le nombre de jeunes en Afrique. Plus de 70% de la population africaine est jeune. Juste 30% est scolarisé. Vous allez dire, c'est la faute de l'Europe? C'est la faute de ceux qui restent ici? Non. La première culture que des gens en Afrique, on devait avoir, la première formation qu'en Afrique on devait avoir, c'est la tradition. La connaissance de la tradition. La transmission. Or, beaucoup ne vont plus pour avoir cette transmission. L'hierarchie en Afrique est biaisée. Aujourd'hui, c'est quoi? Les réseaux sociaux. C'est quoi? Calquer ce qu'on voit en Europe et ne plus respecter ce qu'on a en Afrique. Commençons à respecter ça. Commençons à rediriger nos connaissances. Et vous allez voir que tout va changer. On n'a pas besoin de voler la population d'ici pour amener là-bas ou bien quoi. Non. On vit où on a envie de vivre. On bâtit ce qu'on a envie de bâtir. Et ce qu'on bâtit en Europe va servir en Afrique. Ce qu'on bâtit en Afrique va servir en Europe. Travaillons là-dessus. Parce que vous parlez de oui, de la connaissance, la méconnaissance. Il y a beaucoup de personnes en Afrique. Dites-moi, pour simplement construire une usine d'extraction, par exemple, d'or ou de nickel ou de manganèse. Allez, au bas mot, 200 millions d'euros. Vous n'avez pas me dit qu'un gouvernement n'a pas 200 millions d'euros pour pouvoir investir, pour pouvoir le faire. Ou même quelqu'un, une population. La population peut le faire. Les citoyens peuvent le faire. Le président de la République peut le faire, mais ils ne le feront pas. Ils vont plutôt demander de l'aide à l'international. C'est ça qu'il faut déjà commencer à changer. Cette éducation qu'il faut commencer à mettre. À ce que l'Afrique se prenne en charge. Comme nous, ici, on se prend en charge. Quand nous, on est ici, souvent on nous appelle les bounty, on nous appelle des personnes que... Oui, j'accepte tous les mots qu'on nous traite d'ici. Mais moi, je vis la réalité d'ici. Qu'à la fin du mois, je n'ai pas payé mon loyer et que je suis harcelé à ce que je quitte mon appartement, ça, c'est ma réalité. Quand mes enfants sont là, qui regardent mon visage, qui n'ont pas mangé, ça, c'est ma réalité. Ce n'est pas ma réalité qu'en Afrique. Je ne vois pas la difficulté de ceux qui vivent en Afrique, ce qu'ils subissent. Donc, je ne vais pas me donner le donneur de leçons à l'Afrique. C'est ceux qui sont en Afrique qui doivent pouvoir donner des leçons à ceux qui sont en Afrique. C'est pour ça que je dis, pour me rigoler, pas pour rigoler, mais ça peut être une vérité. Souvent, ceux qui rentrent immédiatement en Afrique sont ceux ici qui n'ont pas pu réussir. Donc, ils vont parce qu'ils disent qu'ils ont une chance en Afrique. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Mais regardons d'abord l'opportunité. Si cette opportunité sert l'humanité. Pas si ça nous sert individuellement. Sinon, ça nous sert individuellement, c'est de l'égoïsme. D'accord. On est pratiquement à la fin. Un dernier mot pour sensibiliser tous ces gens-là qui vous regardent dans ces moments et qui sont en train de douter, qui peuvent voter, je ne sais pas qui. Première des choses que j'aurais à leur dire, avant le 4 mars, je dis bien avant le 4 mars, allez vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous êtes inscrit à partir du 10 avril et du 20 avril, allez voter. C'est essentiel. Il y a des personnes qui ont perdu la vie pour ça. Il y a des personnes dont les soldats inconnus qui ont défendu cette France pour que nous puissions avoir cette liberté. Si on vous traite de non-français, dites oui, je suis non-français. Mais ça te fait plus mal que tout. Je suis dans ce pays et je vivrai heureux et libre, comme toi. Et je vais défendre mes valeurs en allant voter, en faisant un choix pour un candidat. Et peut-être moi-même à être un candidat. Donc aujourd'hui, je vous exhorte à vous mobiliser, à avancer et à aller vraiment taper toutes les portes pour voir tous vos frères et sœurs qui ne sont pas inscrits à s'inscrire. On est à la fin. On vous remercie. On espère que vous serez parmi les candidats et vous allez réunir les 500 parrainages. Ben, c'est à vous de le faire. Hein. Aujourd'hui, Oui. avec les médias, appelez tous les citoyens afro-descendants, afro-ascendants, caucasiens,
ou autres qui vous regardent, allez sur toutes les communes à demander des parrainages pour moi. Ils ont juste 5 jours. Je compte sur eux pour pouvoir le faire. On les fera pour vous aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Right, hit that turn on the right, left side of the tires right down the